Attention, ce contenu est extrêmement dérangeant et réservé à un public averti. Veuillez regarder à vos risques et périls. Dans les entrailles de l'organisation criminelle du cartel Arellano Félix, basée à Tijuana, se trouvait un homme dont le nom était murmuré avec crainte et dégoût, Santiago Meza Lopez, plus connu sous le surnom macabre des El Pozolero, le cuisinier du cartel. Contrairement aux tueurs ordinaires qui utilisaient des armes pour semer la mort, El Pozolero avait une tâche différente, mais non moins sinistre. Sa spécialité: faire disparaître les corps. Mais pas de la manière habituelle. Ce monstre avait été chargé de dissoudre les cadavres des ennemis, des traîtres, et parfois même des innocents, dans des fûts d'acide. Un travail répugnant et inhumain, mais qui pour El Pozolero, était devenu une routine quotidienne. On raconte que lorsqu'il a finalement été arrêté par les autorités, il a avoué, presque avec indifférence, avoir traité plus de 300 corps. Imaginez cela. Plus de 300 personnes, réduites à une bouillie indéfinissable, leurs os et leur chair dissous dans des fûts, laissant derrière eux une puanteur abominable et un liquide épais et sombre, que cet homme vidait ensuite dans des fosses secrètes, enterrant à jamais les traces de leur existence. Les horreurs de son travail ne s'arrêtent pas là. Les témoignages de ceux qui ont eu le malheur de visiter ces lieux de mort parlent de scènes indescriptibles, des fûts remplis de restes humains en décomposition, des éclaboussures d'acide qui corrodent tout ce qu'elles touchent, des murs tachés de cette substance noire et visqueuse qui avait autrefois été un être humain. Les odeurs nauséabondes imprégnaient les vêtements, la peau, l'âme de quiconque s'approchait de ces charniers. El Pozolero n'était pas un homme repenti, ni même hanté par les spectres de ses victimes. Il accomplissait son œuvre macabre avec une froideur clinique, comme un boucher au travail, sans émotion, sans conscience. Pour lui, chaque corps n'était qu'une autre tâche à accomplir, un autre problème à effacer. Mais pour les familles des disparus, il était le cauchemar incarné, le dernier bourreau de ceux qui avaient eu le malheur de croiser le chemin du cartel Arellano Félix. Ce qui rend cette histoire encore plus effrayante, c'est le fait que ces actes se sont déroulés pendant des années, à peine dissimulés aux yeux du public. Des centaines de personnes ont disparu, leurs proches n'ont jamais su ce qui leur était arrivé. Ils n'ont jamais eu de sépulture, jamais eu la possibilité de faire leur deuil. Leurs corps, réduits à rien, ont été littéralement dissous dans l'acide, anéantis par un homme qui ne voyait en eux que des déchets à éliminer. Aujourd'hui, l'évocation du nom d'El Pozolero suffit à glacer le sang de quiconque connaît son histoire. Un simple nom, mais qui renferme tant de douleur, de souffrance et de mort. C'est une des histoires les plus effrayantes et révoltantes de l'histoire des cartels mexicains, un rappel brutal de la barbarie qui se cache dans les ténèbres du crime organisé. C'était une nuit qui avait commencé comme les autres, paisible et ordinaire, mais qui s'est rapidement transformée en un cauchemar au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. J'étais simplement la femme d'un journaliste, quelqu'un qui croyait fermement en la vérité et qui avait osé dénoncer la corruption et les crimes des cartels. Je n'avais jamais pensé que cela pourrait me mettre en danger, encore moins me plonger dans un enfer vivant. Ils sont venus pour moi alors que je dormais. Des hommes masqués, armés jusqu'aux dents, ont fait irruption dans notre maison. Je n'ai eu aucune chance de réagir. Ils m'ont arraché de mon lit, me traînant hors de la maison sans même un regard en arrière. Mes cris, mes supplications, n'ont fait qu'attirer des rires sourds. J'étais terrifié, mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Ils m'ont emmené dans un endroit isolé, un lieu de torture qui semblait tout droit sorti des pires films d'horreur. C'était une vieille maison, délabrée, dont les murs étaient imprégnés de l'odeur de la mort. Dès mon arrivée, ils ont commencé à me poser des questions sur la localisation de mon mari et de mes enfants. Ils voulaient savoir où il se cachait, où il gardait ses dossiers, et qui d'autre il avait informé. Mais je ne savais rien. Et même si j'avais su, je n'aurais jamais parlé. C'est là que les vraies tortures ont commencé. Ils m'ont attaché à une chaise, mes poignets serrés par des cordes si rugueuses qu'elles ont rapidement lacéré ma peau. Puis, ils ont sorti des instruments de torture. Au début, ce n'était que des coups de poing, des coups de pied, mais cela n'a pas suffi à les satisfaire. Ils voulaient des informations, et ils étaient prêts à tout pour les obtenir. Je ne parlerai jamais des détails exacts de ce qu'ils m'ont fait, mais sachez seulement que c'était une douleur indescriptible. Ils m'ont brûlé, m'ont lacéré avec des couteaux, m'ont presque noyé à plusieurs reprises.
Chaque fois que je m'évanouissais, ils me réveillaient d'une manière ou d'une autre, m'arrachant à l'inconscience pour recommencer leur cauchemar. L'odeur de ma propre chair brûlée me rendait malade, mais j'étais déterminé à ne rien leur dire. Je ne savais rien de toute façon, mais même si j'avais eu des informations, je les aurais gardées pour moi. C'est au cours d'une de ces séances de torture que j'ai été traîné dans une autre pièce de la maison. Dès que la porte s'est ouverte, l'odeur m'a frappé comme une vague d'horreur pure. C'était une odeur de décomposition, de mort. Dans cette chambre, il y avait des cadavres. Des dizaines de corps empilés les uns sur les autres, des hommes, des femmes et même des enfants. Certains avaient clairement été là pendant des jours, peut-être des semaines. Leur peau se décomposait, des parties de leur chair étaient manquantes, rongées par les rats ou par d'autres horreurs invisibles. L'air était épais et suffocant, chargé de la puanteur de la mort. Je n'avais jamais imaginé que l'odeur de la mort puisse être si envahissante, si horrible. J'ai vomi sur le sol, mes genoux cédant sous la terreur de cette vision. Je savais que si je ne faisais rien, je finirais là, parmi ces cadavres, mon corps pourrissant dans l'obscurité, oublié de tous. Heureusement pour moi, la chance a tourné. Alors qu'il me ramenait dans la pièce principale, nous avons entendu des coups de feu à l'extérieur. Le chaos a éclaté. Un gang rival avait attaqué. Mes ravisseurs ont paniqué, leurs regards se sont croisés dans un mélange de peur et de rage. Ils se sont précipités dehors pour défendre leur territoire, me laissant, une fois de plus, attaché à cette maudite chaise. J'ai alors compris que c'était ma seule chance. Avec tout ce qu'il me restait de force, j'ai réussi à me libérer des liens, mes poignets saignant abondamment. La douleur était intense, mais l'adrénaline m'a donné la force de me lever et de courir. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je devais fuir. Je me suis précipité dehors, profitant du chaos pour me glisser dans l'obscurité. J'ai couru aussi vite que mes jambes me le permettaient, plongeant dans la forêt environnante. Les arbres semblaient se refermer autour de moi, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La peur me donnait des ailes. Je savais que si je m'arrêtais, il me retrouverait. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, ni combien de fois je suis tombé, me relevant à chaque fois malgré l'épuisement. Mais finalement, je me suis effondré, caché dans la végétation dense, priant pour qu'il ne me trouve pas. Les heures ont passé, longues et terrifiantes, mais personne n'est venu. C'est dans cette forêt, tremblante, ensanglantée et brisée, que j'ai survécu. J'ai finalement été retrouvé par des villageois qui m'ont aidé à revenir à la civilisation. Mais je savais que je ne serais plus jamais la même. Ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu, c'était quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à endurer. Aujourd'hui, je vis avec ces souvenirs, ces cicatrices. Mon mari et mes enfants sont en sécurité, loin de ce cauchemar. Mais moi, je ne peux pas oublier. Les États étaient les pires, il n'y aura plus jamais de groupe criminel en général comparable à eux dans le monde entier, peu importe où vous êtes. Voici les choses les plus troublantes que los États ont faites. Alors que beaucoup de cartels sont ouvertement impliqués dans le trafic d'êtres humains et de sexe, je pense que les États sont les seuls à garder des esclaves sexuels personnels, et vu la façon dont ils traitent la plupart des gens, on peut imaginer ce que c'est que d'être capturé par eux. Il est évident qu'ils ont tué des milliers d'innocents comme beaucoup d'autres cartels, mais ils ont littéralement tué 300 personnes au hasard parce qu'un deal de drogue a mal tourné, et dans l'ensemble leurs attaques terroristes sur le sol mexicain ont probablement causé autant de morts que le 11 septembre ou presque. Les OG-États étaient des anciens militaires formés par la CIA, contrairement aux États modernes qui sont pour la plupart des adolescents accros à la coke. Ils torturaient des chiens juste pour le plaisir. Leur chef Z40 tirait sur des chiens errants et les torturait lui-même. Un détail sur les États que je trouve très dérangeant et qu'une façon d'entraîner les membres à ne pas avoir d'empathie était de les laisser s'occuper d'un chiot pendant quelques semaines puis de les obliger à le tuer. Z40 est en général un mec assez effrayant qui a dit quand il a été capturé qu'il ne pouvait pas dormir sans tuer. J'étais là quand un commandant Zeta a démembré une fille de 6 ans, puis sa mère, puis son père dans la foulée. Oui, il s'en prenait aussi aux enfants, la rumeur veut qu'ils aient fait cuire des bébés au micro-ondes, même dans leur cuisine du crime. On dit que les États envoyaient les vidéos de torture qu'ils enregistraient à la famille des victimes, leurs femmes, leurs amis, etc.
Un autre cartel effrayant, c'est les manchots qui arrivent presque à être plus cruels que les États, entre démembrer des bébés, diriger des écoles cannibales, peler des visages, brûler des visages, faire exploser des enfants, etc. Ils gagnent de l'argent en filmant ces scènes et en les postant sur le net. Mais les États n'étaient pas seulement sadiques mais aussi dépravés, ils aimaient vraiment voir toute vie endommagée de toutes les manières possibles, ils n'ont même pas enregistré les pires choses qu'ils ont faites. Mon père n'était pas du genre à raconter beaucoup d'histoires, mais il y en avait une qui revenait de temps en temps, surtout quand il voulait me mettre en garde contre les dangers du monde. C'était l'histoire d'un de ses amis, un homme qu'il avait connu dans sa jeunesse, bien avant que la violence des cartels ne devienne aussi omniprésente qu'elle l'est aujourd'hui. Cet ami, appelons-le Ricardo, était quelqu'un que mon père admirait à l'époque. Ricardo était charismatique, toujours bien habillé, avec un sourire qui semblait ne jamais le quitter. Mais derrière ce sourire se cachait une réalité bien plus sombre. Ricardo travaillait pour un cartel. Au début, mon père ne savait pas grand-chose de ses activités. Pour lui, Ricardo était simplement quelqu'un qui avait réussi à s'élever dans la vie, quelqu'un qui semblait toujours avoir de l'argent à dépenser et des histoires intéressantes à raconter. Ce n'est que plus tard que mon père a découvert la vérité sur la nature du travail de Ricardo. Et avec cette vérité est venue une autre révélation, Ricardo, ainsi que le cartel pour lequel il travaillait, avait une peur profonde de quelque chose qui, pour beaucoup, semble être un paradoxe: la Santa Muerte, la Sainte Mort. La Santa Muerte est une figure religieuse vénérée par de nombreux Mexicains, mais elle est particulièrement populaire parmi ceux qui vivent en marge de la société, y compris les criminels. Elle est souvent représentée comme une faucheuse squelettique, vêtue d'une robe, tenant une faux et parfois un globe terrestre. À première vue, on pourrait penser que c'est une figure effrayante, mais pour beaucoup, elle est considérée comme une protectrice, quelqu'un qui peut offrir sa bénédiction et sa protection, même à ceux qui vivent dans la violence et le crime. Ricardo, comme beaucoup de membres du cartel, vénérait la Santa Muerte. Il lui offrait des prières, des offrandes, et construisait des autels en son honneur. Mon père disait que Ricardo croyait fermement que tant qu'il respectait la Santa Muerte et lui faisait ses offrandes, il serait protégé de tout mal, des balles, de la police, et même de la trahison au sein de son propre cartel. Mais cette croyance n'était pas sans une certaine peur. Mon père racontait que la peur de la Santa Muerte au sein du cartel était palpable. Il croyait que si l'un d'eux manquait de respect à la sainte, s'il oubliait de lui faire des offrandes ou s'il rompait ses promesses, elle pourrait se retourner contre lui de la manière la plus cruelle. Les histoires circulaient parmi eux, des récits de membres de cartels qui avaient négligé leur devoir envers la Santa Muerte et qui avaient rencontré des fins brutales abattus par la police lors d'une embuscade, trahis par leurs propres hommes, ou même dévorés par la culpabilité jusqu'à en perdre la raison. Mon père se souvenait particulièrement d'une nuit où il était sorti avec Ricardo. Ils avaient bu quelques verres ensemble, discutant de tout et de rien, jusqu'à ce que Ricardo, soudainement, devienne très sérieux. Il se tourna vers mon père et lui dit : « Tu sais, mon ami, dans notre monde, il y a des choses qui font plus peur que la mort elle-même. La Santa Muerte, si tu ne lui montres pas le respect qu'elle mérite, elle te prendra tout. Et je parle pas seulement de ta vie. Elle prendra ton âme. » Ce soir-là, Ricardo emmena mon père chez lui, où il lui montra un autel dédié à la Santa Muerte. C'était une scène étrange, selon mon père. L'autel était rempli de bougies, de fleurs, de crânes et de petits objets en offrande. Ricardo s'agenouilla devant l'autel et murmura des prières. Mon père, mal à l'aise, resta en retrait, observant en silence. Il disait que l'atmosphère dans la pièce était lourde, presque oppressante, comme si quelque chose d'invisible pesait sur eux. Ce fut l'une des dernières fois que mon père vit Ricardo. Peu de temps après, il commença à s'éloigner de lui. Mon père avait compris que rester proche de Ricardo, et par extension du cartel, était une voie dangereuse, une voie qui ne menait qu'à la destruction. Il se souvenait des paroles de Ricardo, de la peur qu'il avait vue dans ses yeux, et il savait que ce n'était pas seulement la police ou les rivaux qui effrayaient ces hommes, mais aussi cette force mystérieuse et implacable qu'il vénérait. Quelques années plus tard, mon père apprit que Ricardo avait été tué. Les détails étaient flous, mais certains disaient que Ricardo avait oublié de faire une offrande importante à la Santa Muerte, ou qu'il avait rompu une promesse faite à la sainte. Le cartel avait peut-être tiré les balles, mais pour ceux qui connaissaient Ricardo,
la vérité était évidente, il avait perdu la protection de la Santa Muerte, et sans elle, il n'était plus qu'un homme comme les autres, vulnérable à tous les dangers qui l'entouraient. Mon père me répétait souvent cette histoire, non seulement pour m'avertir des dangers des cartels, mais aussi pour me montrer à quel point la peur et la superstition pouvaient contrôler même les hommes les plus puissants. C'est une leçon que je n'ai jamais oubliée. Aucun d'entre nous n'est un saint, nous avons tous des profondeurs de dépravation qui, espérons-le, restent inexplorées. Solzhenitsyn a écrit que la ligne de démarcation entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme, mais il semble que certains membres de ces cartels en soient dépourvus à la naissance. Certains éléments indiquent que la moralité est innée, mais notre éducation, notre culture et notre milieu ont manifestement une influence déterminante. Les familles regardaient avidement les gladiateurs s'entre-déchirer et assistaient avec stupéfaction aux tortures et aux exécutions publiques. Des gens apparemment ordinaires devenaient des exterminateurs de sang-froid dans l'Allemagne des années 1930. Le public payait des visites d'asile d'aliénés où les patients étaient observés comme des animaux de zoo se vautrant dans leur propre crasse, etc. Il est évident que les cartels attirent des sociopathes et des personnes désespérées issues de sociétés brisées où la vie est relativement bon marché, mais comment le sadisme se développe-t-il ? Aucun sociopathe opportuniste n'est capable d'éventrer puis d'arracher le cœur d'un garçon après l'avoir forcé à regarder son père se faire décapiter, ou de bourrer un homme d'amphétamine pour qu'il reste conscient tout en lui écorchant le visage, en lui coupant les mains et en lui tranchant la gorge en jouant de la musique disco. Damé ne pouvait pas penser à certaines de ces choses. Je me demande s'ils essaient vraiment d'inspirer la terreur à leurs rivaux et aux autorités pour obtenir le pouvoir et la richesse, ou si certains d'entre eux sont psychologiquement plus proches des tueurs en série que des criminels. Une vision constante de l'horreur, de la brutalité, de la violence et de l'ultra-gore. Ils n'en ont plus rien à faire, vous pouvez pleurer et souffrir autant que vous voulez, ces types sont habitués à cela. De plus, si votre patron vous ordonne de torturer méchamment quelqu'un, vous devez le faire, sinon vous risquez d'être torturé vous-même. Les personnes qui ont commis l'attentat de Funky Town, par exemple, ont été désensibilisées au point de pouvoir faire endurer à un autre être humain les pires souffrances imaginables tout en écoutant de la musique relaxante. Nous sommes différents, certaines personnes aiment déjà faire ce genre de choses et d'autres ont besoin de plus de temps pour s'habituer à ce genre d'horreur. Beaucoup d'entre eux sont littéralement des fils de pute, sans père ni figure paternelle dans leur vie et avec une mère fatiguée et repliée sur elle-même. Tous deux vivent dans une misère absolue et une pauvreté abjecte. Alors, imaginez quand ce héros local bling bling, porteur d'AK en or et plein aux as, que les troubadours ont couvert de ballades masculines et de récits d'exploits, arrive sur le pas de sa porte en ferraille. Il lui tend la main, des bagues en or vendues ornent chacun de ses doigts. Il lui dit « Viens avec moi », l'or de ses dents captant les moindres rayons de soleil. Le garçon est alors formé, ou ce qui en tient lieu, à tirer, à couper de la cocaïne, ou peut-être simplement à effectuer des tâches banales, après quoi il est rendu à sa mère, mais avec un rouleau d'argent substantiel en poche. Il est impatient de revenir pour accomplir des tâches plus importantes, non seulement pour l'incitation financière, mais aussi pour faire plaisir à son bienfaiteur, afin de s'attirer ses faveurs. Parfois, le processus est accéléré à l'extrême et notre garçon se retrouve directement plongé dans le monde de la violence. Il y a un homme ligoté avec un tissu autour de la tête, un .45 chromé brillant est placé devant lui. L'homme dit au garçon, « C'est toi ou lui », tandis que ses comparses pointent leurs fusils sur le garçon et la victime. Tuer n'est qu'une autre de ces choses, comme toute autre chose, dont les gens s'aperçoivent qu'ils s'améliorent au fur et à mesure qu'ils les pratiquent. Il m'est arrivé, dans la ville frontalière où j'ai grandi, d'avoir quelques rencontres indirectes un peu dangereuses avec le cartel. Lorsque j'étais adolescente, 15 ans, je traversais la frontière pour faire la fête avec mes sœurs aînées. Au Mexique, si vous pouvez voir par-dessus le bar, vous pouvez boire. Quoi qu'il en soit, j'achète un verre et je me tourne vers ma table, un type me heurte et renverse mon verre. Une discussion merdique s'ensuit et ma sœur m'éloigne en me disant simplement « pas lui ». C'était un événement assez public que beaucoup de mes amis ont vu. Le lendemain, un journal mexicain, également distribué dans notre ville frontalière, montre en première page le même type que la veille, avec son propre pénis enfoncé dans la bouche et une blessure par balle à la tête. Quelques années plus tard.
L'un de mes bons amis est connu pour faire la mule avec quelques kilos ici et là, et se fait bien de l'argent. Il a perdu un chargement et a été kidnappé et battu pendant quelques jours. Il s'en est sorti uniquement parce qu'il a payé le double de la valeur du chargement et qu'il a renoncé à son très beau camion. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu de la chance. À peu près au même âge, je suis allé au Mexique avec quelques copains. À l'époque, il était normal de voir un gros camion aménagé rempli de gars armés d'AK se promener sur le strip. Mais cette fois-ci, il s'arrête à un demi-pâté de maison, descend et commence à arroser la façade d'un club. Nous étions en route pour ce club. La nuit s'est terminée très vite. Il y a quelques années, ma sœur était mariée à un crétin fini. La situation a commencé à devenir abusive, mon père l'a découvert et a demandé l'adresse de ma sœur. L'autre sœur l'a écrite et l'a donnée à mon père, qui l'a ensuite donnée à un ami. Quelques semaines plus tard, le beau-frère a déménagé à l'improviste et a accordé le divorce à ma sœur. Ce n'est qu'il y a quelques années que ma mère et ma sœur aînée ont révélé que notre père était une mule de confiance depuis de nombreuses années et qu'il avait de nombreuses relations. Il avait gagné le respect des cartels et n'a pu se retirer de la vie que parce que son ami proche est intervenu pour combler le vide. Il sait que nous le savons maintenant, mais nous en parlons rarement. Beaucoup de choses ont commencé à prendre un sens lorsque nous l'avons appris. Ma sœur m'a dit qu'il avait mis beaucoup d'argent de côté pour ses enfants lorsqu'il décéderait. L'autre sœur s'est mariée au Mexique et a dû soit payer une taxe de 5 000 $ au cartel pour être autorisée à organiser la célébration dans sa ville, soit fournir une table avec de l'alcool gratuit toute la nuit. Nous avons vu une réception avec des tueurs. J'ai encore beaucoup d'amis de lycée, et d'anciennes querelles de lycée, qui n'ont jamais réussi à s'en sortir et qui sont tombés dans la vie des cartels. Je suis prudent chaque fois que je rentre à la maison. Les choses sont calmes ces jours-ci, mais j'ai toujours l'impression que le calme précède la tempête à chaque fois que je reviens à la maison pour rendre visite. En fait, je suis ici maintenant. Je ne suis pas le meilleur conteur ni le meilleur orateur. Mais je vais faire de mon mieux pour vous raconter mon histoire. Je suis né aux États-Unis. À l'âge de 2 ans, ma mère m'a envoyé vivre chez ses parents. Elle était encore trop jeune pour élever seule un enfant et avait besoin d'économiser de l'argent pour un meilleur avenir. Mes grands-parents vivaient dans une région désertique au nord du Mexique central, dans un petit village situé à 2 heures d'une très grande ville appelée San Luis Potosí. J'avais 4 ans en 1987. À cette époque, je pensais que mes grands-parents étaient mes vrais parents. Je ne me souvenais plus de ma mère car je ne l'avais pas vue depuis l'âge de 2 ans. Un jour de 1987, mes grands-parents ont décidé de se rendre dans la ville de San Luis pour faire des courses et des achats. C'est quelque chose qu'ils faisaient souvent et ils m'emmenaient toujours avec eux. San Luis Potosí est une grande ville typique du Mexique, avec un taux de criminalité subtil, surtout dans les années 1980. Nous nous rendions à un endroit appelé El Centro, une très grande place historique pavée avec des magasins, des cafés, des basiliques et des bâtiments de conquistadors datant de plus de 300 ans. C'était un quartier très animé, selon les rumeurs, dangereux pour les touristes naïfs. Voici ce dont je me souviens. Nous nous rendions dans un magasin de chaussures où les chaussures sont fabriquées à la main. Pendant que nous étions dans le magasin, j'ai regardé un magasin de bonbons situé juste en face du magasin de chaussures. Mes grands-parents étaient distraits. J'ai décidé de courir jusqu'à l'alléchant magasin de bonbons pour regarder un assortiment coloré de chocolat et de gomme. Mes grands-parents n'ont pas remarqué que je sortais du magasin pour me rendre à la confiserie située en face du magasin de chaussures. J'y suis resté 1 minute et j'ai rapidement perdu mon enthousiasme. Je me suis senti perdu et j'ai commencé à retourner au magasin de chaussures pour rencontrer mes grands-parents. En sortant du magasin, j'ai senti quelqu'un m'attraper très vite. C'était une prise agressive. Ma bouche était couverte par une main sale qui ressemblait à celle d'un ouvrier du bâtiment. Je ne pouvais pas crier. J'ai commencé à pleurer, mais cette personne était forte, trop forte. Elle m'a forcé à fermer la bouche. Lorsque j'ai regardé derrière moi, j'ai vu que 2 hommes de grande taille m'attrapaient. Tout s'est passé si vite. J'étais trop petite pour les combattre. Ils m'ont transporté jusqu'à une camionnette garée à proximité et m'ont jeté à l'arrière pendant que l'un conduisait et que l'autre s'asseyait avec moi à l'arrière pour me maîtriser. Ils m'ont dit de me taire ou ils me tueraient.
L'un d'eux a sorti un couteau et me l'a montré. J'avais trop peur pour crier. Je ne me souviens pas très bien de ce trajet, où qu'ils m'aient emmené, si ce n'est que c'était un trajet tranquille. Ils ne m'ont pas parlé, sauf pour me donner des ordres ou me dire de me taire. Je ne les ai pas entendus se parler entre eux. Ce dont je me souviens surtout, c'est à quel point j'étais terrifié, car j'avais déjà vu cela dans des films. On m'a conduit à une maison qui semblait avoir 2 chambres. Lorsque je suis arrivé à destination, il y avait une femme qui semblait être leur complice. On m'a gardé dans une chambre avec un lit et un tiroir. Pendant ce temps, la femme et les 2 hommes m'ont dit que la raison pour laquelle ils m'avaient amené ici était qu'ils allaient me vendre à des gens qui étaient prêts à payer beaucoup d'argent pour me tuer, puis à me disséquer pour vendre mes organes sur le marché noir. Apparemment, ils faisaient partie d'un vaste réseau clandestin. La femme et les kidnappeurs étaient très méchants et de mauvaise humeur. Parfois, ils allaient jusqu'à me battre. Cela s'est produit 2 fois alors que je n'arrêtais pas de pleurer. Ils étaient excessivement paranoïaques à l'idée que les voisins entendent ou voient quoi que ce soit de suspect. Des 3, c'est la femme qui était la plus perturbée. C'est elle qui parlait le plus. Elles m'ont raconté des crimes horribles qu'elles avaient commis auparavant pour me faire respecter la loi. Je ne révélerai pas la plupart d'entre eux parce que cela me met mal à l'aise, et je tiens à ce que ce soit bref et clair. Une chose dont je me souviens, c'est que la femme m'a dit qu'elle détestait tous les enfants en général, jusqu'au dernier. Elle les considérait comme des parasites. Faire partie de ce groupe lui procurait du plaisir. Ce fut la période la plus traumatisante de ma vie. Je découvre encore aujourd'hui à quel point cet incident a fracturé mon esprit de 4 ans. Je suis resté dans cette pièce pendant ce qui m'a semblé être 2 jours sans manger. On ne m'a donné que de l'eau. J'ai la chance de pouvoir dire que le 2e jour, ces 3 personnes ont fait l'objet d'une descente de la police locale et ont toutes été arrêtées. J'ai été ramené sain et sauf à mes grands-parents. Cependant, après cela, mes grands-parents et moi n'avons plus jamais parlé de cet événement. Une semaine avant que je n'atteigne l'âge de 7 ans, mon grand-père est décédé de cause naturelle. Après la mort de mon grand-père, ma mère biologique est apparue pour la première fois dans ma vie, chez ma grand-mère, pour assister aux funérailles de mon grand-père. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé qu'il était temps de m'emmener avec elle et de me présenter le pays où je suis né, les États-Unis. Je ne crois pas que mes grands-parents aient jamais parlé à ma mère de mon enlèvement. Aujourd'hui, je suis un adulte d'une 30aine d'années. Je n'en ai jamais parlé à ma mère, et elle ne me l'a jamais demandé. Nous avons une relation mère-fils très distante. J'ai toutes les raisons de croire qu'elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Peut-être que mes grands-parents lui ont délibérément caché cela pour éviter de la stresser. Ma grand-mère est décédée en 2013, emportant avec elle ce souvenir inexprimé. C'est un événement traumatisant auquel je ne fais que penser et dont je ne parle jamais avec personne, parce que l'événement est si lointain. Il me semble encore irréel. Et plus le temps passe, plus ce souvenir devient lointain et irréel. Je n'en ai parlé à personne, pas même à mes partenaires romantiques les plus proches avec qui j'ai tout partagé, sauf ceci. Si je voulais en parler à mon partenaire actuel, je ne sais pas comment je le ferais. J'ai peur qu'il ne me croie pas. Je veux partager avec vous une histoire particulièrement sombre qui, même après toutes ces années, continue de hanter ceux qui en ont été témoins. Le massacre d'Allende, survenu en mars 2011 dans l'état de Coahuila, au Mexique. Ce n'est pas le genre d'histoire dont on entend souvent parler, mais c'est une des nombreuses atrocités commises par les cartels qui méritent d'être racontées. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qui s'est passé, Allende est une petite ville mexicaine qui a littéralement été rayée de la carte par le cartel des États. Ce cartel, l'un des plus brutaux du pays, était connu pour ses méthodes de terreur. Ce qui s'est passé à Allende est un exemple frappant de leur soif de vengeance et de leur mépris total pour la vie humaine. Tout a commencé par ce qui semble être une trahison interne. 2 membres des États, apparemment mécontents ou sous la pression des autorités américaines, auraient divulgué des informations à la DEA des États-Unis. Ces informations auraient conduit à des saisies massives de drogue et d'armes, infligeant un coup dur au cartel. La réponse des États a été rapide, brutale et disproportionnée. Plutôt que de s'en prendre uniquement aux traîtres, les États ont décidé de détruire tout ce qui était lié de près ou de loin à ces individus. Et c'est ainsi qu'ils se sont tournés vers Allende,
où vivaient les familles de ces informateurs. Ce que les habitants d'Allende ont vécu cette nuit-là est difficile à imaginer. Des convois de véhicules remplis de sicarios, tueurs à gages, ont envahi la ville. Ils ont commencé par s'en prendre aux familles des informateurs présumés, mais rapidement, leur rage et leur soif de destruction se sont étendus à quiconque se trouvait sur leur chemin. Des témoins rapportent que des dizaines de maisons ont été brûlées. Les membres des familles, compris des enfants, ont été enlevés, torturés, et dans beaucoup de cas, jamais retrouvés. Les États n'ont laissé aucun témoin derrière eux. Il est estimé que des centaines de personnes ont été tuées ou portées disparues cette nuit-là, bien que les chiffres exacts ne soient pas connus à ce jour. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que les autorités locales ont fermé les yeux sur ce massacre. Beaucoup pensent que la police locale était soit complice, soit trop terrorisée pour intervenir. Les corps des victimes n'ont jamais été retrouvés, et les survivants ont été réduits au silence par la peur. Allende est devenue une ville fantôme, son nom associé à un acte de barbarie pur et simple. Pendant des années, ce massacre a été entouré de silence, en partie parce que les habitants craignaient des représailles, mais aussi parce que le gouvernement a préféré minimiser l'incident. Ce n'est qu'après l'explosion de l'enquête en 2014, quand des journalistes et des activistes ont commencé à creuser, que les détails horrifiques de ce qui s'est passé ont commencé à émerger. Même aujourd'hui, le souvenir du massacre d'Allende reste flou pour beaucoup. Mais il est essentiel que ces histoires soient racontées, que les victimes ne soient pas oubliées, et que nous continuions à dénoncer les atrocités commises par les cartels, afin de ne pas laisser l'histoire se répéter. C'est effrayant de penser qu'un tel carnage peut se produire, et que tant de vies peuvent être balayées en une seule nuit de terreur orchestrée par ceux qui se croient au-dessus des lois. Cela montre à quel point la lutte contre les cartels est désespérée, et à quel point il est facile pour les criminels de semer la peur et de réduire des communautés entières au silence. Je me souviens encore de ce jour en 2014 comme si c'était hier. J'étais devant la télévision, zappant entre les chaînes d'information, quand les gros titres ont commencé à défiler, 43 étudiants disparus à Ayotzinapa. C'était difficile à croire. Ces jeunes, à peine plus âgés que moi, s'étaient rendus à Igala pour protester contre des réformes éducatives, armés uniquement de leurs rêves et de leur passion pour la justice sociale. Mais ce qui s'est passé ensuite est au-delà de l'entendement. Ils ont été interceptés par la police locale, une force censée les protéger, mais qui les a livrés au cartel Guerrero Unido. Les informations qui ont commencé à émerger par la suite étaient d'une horreur inimaginable. On a appris que les étudiants avaient été arrachés de leur bus, battus, et conduits de force dans des véhicules non marqués. Ce qui est arrivé après relève d'un cauchemar, des témoignages de complices repentis ont décrit comment les jeunes ont été emmenés dans une décharge isolée. Là, ils ont été systématiquement assassinés. Certains ont été tués à bout portant, d'autres ont été brûlés vifs, jetés dans des fosses et aspergés d'essence avant d'être incendiés. Le cartel, dans une tentative macabre de faire disparaître toute trace, aurait passé plusieurs heures, peut-être même des jours, à s'assurer que rien ne resterait de leur corps, alimentant le feu avec des pneus et d'autres matériaux inflammables. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la froideur calculée avec laquelle ces actes ont été perpétrés. Les membres du cartel et même les policiers impliqués n'ont montré aucune pitié, aucune hésitation. Les corps des étudiants, ou ce qu'il en restait, ont été réduits en cendres, mélangés à la terre et dispersés. Quand des fragments d'os ont finalement été retrouvés, ils étaient si calcinés qu'il était presque impossible de les identifier. Les jours passaient, les semaines passaient, et toujours aucun signe de ces étudiants. Le gouvernement a finalement admis qu'ils avaient probablement été tués et incinérés, mais les corps n'ont jamais été retrouvés. Les familles des victimes ont été contraintes de vivre avec cette réalité brutale, sans même la possibilité d'enterrer leurs enfants, de dire adieu à ceux qu'ils aimaient. Leur douleur était palpable à travers l'écran de la télévision, leurs cris de désespoir résonnaient dans les rues lors des manifestations qui ont suivi. À chaque reportage télévisé, je ne pouvais m'empêcher de penser aux parents qui attendaient désespérément des nouvelles, accrochés à l'espoir que leurs enfants soient encore vivants. Mais au fond de moi, je savais que ce qu'ils attendaient, ce n'était pas des retrouvailles, mais un miracle, dans un monde où l'innocence n'a plus aucune valeur face à la brutalité des cartels et à la corruption des autorités. Mon oncle, un homme bon, travailleur, et passionné de jeux de cartes,
faisait partie des 52 innocents qui ont perdu la vie lors de l'incendie criminel du Casino Royal à Monterrey. Ce jour-là, il avait décidé de passer sa soirée au casino, comme il le faisait de temps en temps pour se détendre après une longue semaine de travail. Jamais nous n'aurions pu imaginer que ce serait la dernière fois que nous le verrions. Le cartel des États, dans leur quête de domination et de terreur, avait décidé de punir le propriétaire du casino pour avoir refusé de payer une extorsion. Et pour cela, ils ont choisi la méthode la plus cruelle imaginable. Ce soir-là, des hommes armés sont entrés dans le casino, ont barricadé les sorties, et ont répandu de l'essence partout, avant d'y mettre le feu. Ce n'était pas juste un incendie. C'était une exécution de masse. Mon oncle, comme tant d'autres, s'est retrouvé piégé à l'intérieur de ce qui est devenu une véritable fournaise. Les flammes se sont propagées à une vitesse effrayante, dévorant tout sur leur passage. Les joueurs et les employés, pris de panique, se sont rués vers les sorties, mais les portes étaient bloquées, scellées par les criminels. Les cris d'horreur, les appels à l'aide, ils résonnent encore dans ma tête. Mon oncle était là, au milieu de tout cela, luttant pour sa vie, mais il n'a jamais eu une chance de s'en sortir. Il n'y a rien de plus déchirant que de savoir que quelqu'un que vous aimez a vécu ces derniers instants dans une terreur absolue, piégé sans espoir, suffocant dans une épaisse fumée noire, brûlé par des flammes implacables. Quand nous avons appris la nouvelle, nous étions en état de choc. Comment un être humain peut-il infliger une telle douleur à un autre? Comment un groupe peut-il justifier une telle barbarie, juste pour de l'argent? Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. Attendre des nouvelles, espérer contre toute attente que peut-être, d'une manière ou d'une autre, il avait survécu. Mais ce n'était pas le cas. Son corps, comme tant d'autres, a été retrouvé parmi les décombres, méconnaissables. L'incendie n'a pas seulement pris sa vie, il a également volé notre chance de lui dire au revoir, de lui offrir une sépulture digne. Chaque fois que je passe devant le lieu où se trouvait le Casino Royal, je ressens une douleur poignante. Ce n'est plus qu'un terrain vide maintenant, mais pour nous, c'est un rappel constant de la cruauté insensée de ce jour. Mon oncle ne méritait pas cela. Aucune des victimes ne le méritait. Ils étaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, victimes de la brutalité aveugle des cartels. Notre famille n'est plus la même depuis. Il y a un vide que rien ne pourra jamais combler. Les cartels ont peut-être pris son corps, mais ils n'auront jamais son souvenir. Nous vivrons avec la douleur, mais nous nous souviendrons toujours de lui, pas pour la manière dont il est mort, mais pour la personne qu'il était, un homme bon, emporté trop tôt par une violence insensée. En 2012, la ville de Nuevo Laredo, dans l'état de Tamaulipas, s'est réveillée dans une horreur indescriptible. Ce matin-là, les habitants ont découvert un spectacle macabre qui défiait l'entendement. Suspendus sur un pont, visible de loin, 23 corps pendaient, oscillant doucement dans l'air du matin. Ils étaient là, alignés comme une sinistre exposition de mort, les visages figés dans une expression de terreur éternelle. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. À proximité, d'autres corps, décapités, gisaient, leurs têtes disposées avec une cruauté calculée, comme un message adressé à tous ceux qui osaient défier l'ordre établi. Ces actes barbares étaient la marque de fabrique des cartels, une signature sanglante des luttes de pouvoir qui déchiraient la région. Il ne s'agissait pas simplement de tuer des ennemis, mais de semer la terreur, d'intimider non seulement les rivaux, mais aussi les forces de l'ordre, et même la population entière. Les États et le cartel du Golfe, engagés dans une guerre sans merci pour le contrôle des routes de la drogue, avaient choisi de transformer cette ville en théâtre de leur violence. Ce genre de scène n'était pas nouveau au Mexique, mais l'ampleur de cette atrocité a choqué même ceux qui étaient habitués à la brutalité des cartels. Les pendus sur le pont étaient peut-être des rivaux, ou simplement des innocents pris dans la tempête de la guerre des cartels. Les corps décapités étaient exposés sans vergogne, comme pour rappeler à tous que personne n'était à l'abri de leur cruauté. La ville, déjà accablée par la violence, a été plongée dans une peur indescriptible. Les gens évitaient de sortir, les parents gardaient leurs enfants à l'intérieur, et les rues autrefois animées sont devenues silencieuses, désertées par la vie. Ce pont, autrefois un simple passage au-dessus d'une rivière, était désormais un monument à la terreur, une vision d'enfer qui resterait gravée dans la mémoire collective de tous ceux qui l'avaient vu. Ce n'était pas seulement une démonstration de pouvoir entre les cartels, c'était un avertissement clair. Regardez ce que nous sommes capables de faire.
Voyez la facilité avec laquelle nous pouvons ôter la vie et détruire des familles. Ces cadavres mutilés, exposés de manière si publique, étaient un message brutal adressé à tous ceux qui oseraient s'opposer à leur règne. J'ai eu affaire à un cartel dans le centre du Texas. Il s'agit probablement de l'une des affaires les plus éprouvantes auxquelles j'ai participé, mais je jure que la montée d'adrénaline qui l'accompagnait était supérieure à la défonce que j'obtenais. De plus, ces types pouvaient littéralement mettre la main sur n'importe quoi et c'était toujours de la marchandise de qualité. J'ai eu droit à un procès plutôt intéressant avec eux, car ils aimaient généralement éliminer les hommes d'affaires rivaux. Ils savaient qu'ils pouvaient se faire de l'argent avec les étudiants de la ville, mais ils savaient aussi que l'étudiant typique n'avait pas envie de faire chier les membres d'un cartel. En gros, j'étais leur visage amical, je gardais le marché de l'université sous contrôle. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas les énerver et heureusement que je ne l'ai pas fait, sinon je ne serais probablement pas en train de taper ceci. J'ai fini par vouloir sortir du cercle et heureusement pour moi, les autorités m'ont facilité la tâche. Je me suis réveillé un matin aux nouvelles locales parlant d'une descente de drogue et j'ai découvert que c'était la maison dans laquelle ces gars se trouvaient. Je suppose qu'ils savaient qu'ils les avaient dénoncés car je n'ai plus jamais entendu parler d'eux et je sais que s'ils m'avaient soupçonné, j'aurais reçu une visite peu amicale. C'était il y a un certain temps, j'ai pris conscience de la situation et je ne participe plus à ce genre d'activité. Il s'agissait d'une maison de trappe dans le quartier. On entrait par la porte d'entrée dans la pièce principale, où se trouvait un grand canapé, quelques chaises longues et une table basse au milieu de laquelle se trouvaient toutes les commodités. Pas de télévision, pas d'électricité, juste la table et les chaises. Le type principal était toujours assis au milieu du canapé et deux de ses ombres occupaient les places sur le canapé à sa gauche et à sa droite. Normalement, ils sont tous deux équipés d'un AR-15, parfois d'un fusil de chasse. Les autres places du canapé sont généralement occupées par des ombres armés. Deux hommes, également armés, étaient postés à la porte d'entrée et étaient chargés de la fouille initiale et de la vérification des poches auxquelles tous les clients étaient soumis. Si vous aviez autre chose que votre argent sur vous, ils le gardaient jusqu'à ce que vous franchissiez la porte. Les premières fois que je les ai rencontrés, ils ont même vérifié sous ma chemise si je n'avais pas de microfilm. On ne disait jamais grand-chose, on déposait l'argent sur la table et le paquet dans la main, puis on sortait. Je suis un membre fier et productif de la société, mais cela n'a pas toujours été le cas. J'étais autrefois jeune, stupide et fauché, surtout stupide et fauché. J'ai fini par être entraîné dans le mauvais groupe, et tout a dérapé à partir de là. Ça a commencé par des vols à la tire, mais c'est progressivement devenu du vol à main armée. Notre gang a réussi les 2 premiers coups, mais il paraît que la 3e fois est la bonne. Nous avons été arrêtés peu de temps après avoir braqué une épicerie. Un de mes amis a essayé de s'enfuir, c'était la première fois que je voyais quelqu'un se faire tirer dessus et mourir. Je suis resté impassible et sans cœur pendant toute la durée de la condamnation. J'ai écopé d'une peine de 8 ans avec possibilité de libération conditionnelle. J'ai ensuite été emmené dans une prison au Texas pour purger ma peine. Quand je vous dis que la prison est pire que ce que vous imaginez, croyez-moi, c'est pire que ce que vous imaginez. J'avais 20 ans, un amateur enfermé avec des hommes adultes qui avaient commis bien pire, ainsi que des gardiens qui n'en avaient rien à faire. J'ai subi 3 sévères passages à tabac au cours de mes 2 premières semaines là-bas. Après le 3e, alors que je pleurais et saignais sur ma couchette, j'ai été approché pour la première fois par mon compagnon de cellule. Un homme hispanique dans la quarantaine, couvert de tatouages, avec un visage si intimidant que je n'avais pas osé lui parler. J'étais au-delà de la surprise lorsqu'il s'est assis sur ma couchette et m'a offert un morceau de sandwich qu'il avait ramené clandestinement de la cafétéria. « Tiens, gamin. Il faut que tu manges tant que tu as encore des dents. »« Je n'ai pas faim, ai-je répondu alors que mon estomac grondait. L'homme a levé un sourcil et je me suis redressé, prenant le sandwich de ses mains. « Comment tu t'appelles ?»« Ma mère m'appelait Eddie, mais tu peux m'appeler Ramirez. »« Vol à main armée, hein ?» Je me suis enflammé. « Oui. Et je le referais sans hésiter si j'en avais l'occasion. » Ramirez baissa les yeux vers le sol. « Tu ne le penses pas vraiment. »« Si, je le pense. »
La seule chose que je ferais différemment, c'est peut-être de courir comme mon pote, au moins je serais mort comme lui, et pas dans cet endroit de merde. Ramirez secouait la tête. C'est facile de dire que tu prendrais une balle. Regarder la mort en face et te livrer volontairement. Mais ce n'est vraiment pas aussi simple. J'ai vu la mort, mon ami. J'ai vu des choses que tu ne pourrais pas croire. Ramirez avait une expression tellement hantée sur son visage que je me suis demandé s'il réalisait que j'étais encore là. Il est resté ainsi pendant quelques instants avant que je ne claque des doigts pour attirer son attention. Quand il m'a regardé, j'ai vu une vraie terreur dans ses yeux. Raconte-moi ton histoire et je te raconterai la mienne. On va être coincés ici ensemble pendant un moment, autant apprendre à se connaître. Ramirez détourna le regard. Tu ne me croirais même pas si je te le racontais. J'ai soupiré. Et c'est toujours. Même si je ne te crois pas, au moins je serai diverti. Ramirez a gloussé, un son froid sans la moindre trace d'humour. Cette histoire n'est pas faite pour le divertissement. Tu vois, mon ami, j'étais autrefois passeur de drogue pour le cartel. Tu serais surpris du nombre de façons dont on peut faire passer de la drogue à travers la frontière. J'ai réussi pendant plusieurs années, accumulant des milliers de dollars, puis ils ont dépassé les limites. Et je ne parle pas de la frontière. Ramirez se penchait en avant, les mains jointes devant lui. Il ne m'avait pas encore regardé depuis le début de son histoire. Ils avaient un travail pour moi, ils voulaient que je rencontre une femme à El Paso. Elle et moi étions censés être amis, et nous devions traverser la frontière ensemble. Ils ne voulaient pas me dire où la drogue était cachée cette fois-ci. Tu vois, gamin, contrairement à toi, je regrette ce dernier boulot. Pas parce que j'ai fini ici, mais à cause de ce que j'ai vécu. Il secoua la tête et fit une pause pendant quelques secondes avant de continuer. Quand je suis arrivé au lieu de rendez-vous, la femme était partie. Je n'ai trouvé que son véhicule, qui correspondait à la description que mes employeurs m'avaient donnée. La voiture était encore en marche. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'autorité dans les parages avant de monter. Quand je l'ai fait, j'ai vu un bébé sur la banquette arrière. Tu as déjà entendu cette vieille histoire, celle du gamin dont l'intérieur avait été vidé, remplacé par de la drogue pour être passé en toute sécurité au Mexique? Je n'aimais pas où ça allait. Ramirez me regardait pour la première fois, les larmes aux yeux. C'est fou à quel point l'enfant avait l'air normal. Il semblait dormir, mais je savais qu'en réalité ce n'était pas le cas. La femme avait laissé tous ses papiers pour que je puisse traverser la frontière avec lui. Où diable elle était partie, je n'en ai aucune idée. Mais elle était la dernière chose à laquelle je pensais. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai tout vomi sur le siège avant. Et puis j'ai paniqué. Je ne pouvais pas conduire la voiture au Mexique comme ça, tu sais. En plus, je n'avais pas la personne qui devait m'accompagner. Je ne voulais pas tout foutre en l'air. Et je ne voulais pas que le cartel me retrouve. Ramirez se leva et commença à faire les 100 pas dans la cellule. Putain, il me faut une clope. Mec, enfin, je n'aimais pas la situation dans laquelle je me trouvais, alors j'ai essayé de contacter mes employeurs. Surprise, surprise, bien sûr qu'ils ne m'ont pas répondu. Alors j'ai décidé de continuer avec le plan. Mais d'abord, je devais nettoyer la voiture. Et je devais être très, très prudent. J'ai conduit jusqu'à un lave-auto et j'ai commencé à frotter les sièges. Tu peux imaginer ma surprise quand j'ai entendu le bébé octer. Ça m'a tellement surpris que je me suis cogné la tête au plafond. J'ai fixé la banquette arrière, me demandant si j'avais peut-être tiré des conclusions hâtives. Peut-être que la femme était partie manger un morceau, tu sais? Peut-être que l'enfant était le sien. Je me suis senti soulagé, tu sais? Mais en regardant l'enfant, il ne bougeait pas. Sa petite poitrine ne se soulevait toujours pas. J'ai osé toucher son front, froid comme un hiver en enfer. J'étais assis droit sur ma couchette, ma couverture autour de mes épaules. Les autres prisonniers continuaient d'être bruyants et agités pendant que cet homme que je venais de rencontrer s'appuyait contre le mur, les mains profondément enfoncées dans ses poches. Ses longs cheveux cachaient maintenant son visage alors qu'il fixait le sol. C'était un oiseau, tu sais? Ou un insecte ou quelque chose qui avait fait ce bruit. C'est ce que je me suis dit. Mais je me sentais toujours aussi mal à l'aise. J'ai terminé mon nettoyage,
mais j'ai remarqué que le soleil commençait à se coucher. Alors je suis monté dans la voiture et j'ai commencé à conduire. Je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil dans mon rétroviseur. L'enfant avait l'air si innocent, si vivant. J'ai commencé à réfléchir à mes choix de vie. Qu'est-ce que je foutais? J'avais déjà vu des exécutions, mais ça, c'était le bébé de quelqu'un. Je ne pouvais pas imaginer ce que ses parents traversaient. Ou s'ils étaient encore en vie. Et puis il a commencé à pleurer. Ramirez se passa les mains dans les cheveux. J'ai déjà entendu des bébés pleurer, mon ami, mais ça, c'était différent. Un son de pure et totale angoisse. Un cri de douleur déchirant. Sous le choc, j'ai quitté la route. Je me suis écrasé contre un arbre et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé quelques minutes plus tard, j'étais hors de là. Complètement désorienté. J'avais du sang qui coulait sur mon front, et je ne savais pas si j'avais des os cassés ou non. Je suis resté assis là un moment, abasourdi, mais ensuite j'ai entendu un bruissement. Quelque chose bougeait sur la banquette arrière. Je recueille des renseignements sur les cartels de la drogue mexicains. Ce ne sont pas les pires choses qui existent ici. Parfois, je repense à ma vie dans mon village quand j'étais enfant dans les années 80 et je me demande comment la violence a pu devenir si incontrôlable dans mon pays. Le Mexique a toujours connu la violence sous une forme ou une autre, mais au cours des 10 dernières années, elle semble s'être transformée en quelque chose de laid et de maléfique, ce qui a attiré des choses tout aussi laides et maléfiques. Je suis officier de police dans l'État de Michoacán, à l'ouest du Mexique. Je suis policier depuis mes 18 ans, quand j'ai vu de mes propres yeux à quel point la violence entre les cartels en guerre affectait la vie et les services dans ma communauté. Si mes supérieurs découvrent que j'ai posté ceci, ma carrière de policier sera terminée et je serai confronté à des accusations criminelles, mais le public a le droit de savoir ce qui se passe et de comprendre les armes dont les cartels disposent maintenant. Je suis dans la trentaine maintenant et même si je suis encore relativement jeune, j'ai traversé beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai survécu à un enlèvement par des sicarios, j'ai été blessé par balle lors d'une fusillade. Une fois, j'ai même vu un de mes supérieurs mourir quand sa voiture a explosé après avoir refusé d'accepter un pot de vin du chef local. C'est un travail sanglant dans un pays impitoyable, et être en première ligne en tant que membre de l'Unidad de Inteligencia Narco ou unité de renseignement narco de la police, signifie que je dois recueillir des renseignements et surveiller tout ce qui concerne les cartels depuis un point de vue inconfortablement proche. Souvent, nos opérations frôlent la légalité car nous sommes chargés de surveiller et d'espionner des narcos présumés sans mandat. Contrairement à ce que l'on peut voir dans des films comme Sicario et des documentaires de Vice et d'Al Jazeera, les soldats de base comme moi disposent de technologies remarquablement limitées. À l'exception de notre pistolet de service HK-USP, de quelques radios à ondes courtes et d'une ou deux caméras, c'est tout en termes d'équipement. Vous pouvez donc imaginer notre difficulté à recueillir des informations précises sur ces enfoirés avec un budget digne de Radio Shack. C'était un travail dangereux avec peu de chances de renfort en cas de problème, mais en dehors de la peur constante d'être repéré, c'était plutôt ennuyeux. Beaucoup de prises de photos, d'observations avec des jumelles et de prises de notes, le tout dans un petit SUV ou un appartement miteux. À cause des coupures budgétaires, seulement 2 officiers à la fois pouvaient être affectés à une mission de renseignement donnée, qui pouvait durer des jours, parfois même des semaines. Nous devions donc nous relayer pour dormir. La mission qui a tout changé a eu lieu moins d'une semaine après que j'ai été nommé à l'unité. On m'a assigné à surveiller les activités d'une famille que nous soupçonnions de travailler avec le cartel de Jalisco pour déplacer les drogues et les protéger dans diverses caches dans la région d'Uruapan. J'ai été affecté à un officier plus expérimenté pour cette mission, appelons-le Ernesto. Il était en service depuis près de 20 ans et avait assisté à une série d'exécutions brutales et d'attentats à la voiture piégée au début des années 2000, donc on peut dire qu'il en fallait beaucoup pour l'ébranler. C'était un grand homme qui ne parlait pas beaucoup, sauf pour me donner des instructions de temps en temps. Ernesto était un membre senior de l'unité, mais il participait encore à ce genre de mission pour guider les jeunes officiers comme moi. Il avait beaucoup de poids dans notre département de police et je voulais vraiment monter en grade dans les forces de l'ordre, peut-être même devenir commissaire en chef un jour, alors faire bonne impression lors de cette mission était ma première priorité. La maison que nous surveillions était un manoir en marbre blanc dans une partie rurale de la ville de Tiamba. Entouré de huttes en terre,
de haciendas et de petites habitations à 2 étages, la maison se détachait comme un pouce endolori parmi les maisons des bidonvilles. Regarder ce château tentaculaire me retournait l'estomac, en pensant à tout le sang et les larmes qu'il avait fallu pour le construire, à quel point un groupe de personnes n'avait aucun problème à payer pour leur luxe et leur opulence avec la souffrance des autres. Ernesto m'a dit que le patriarche de la famille, José Aguinaldo, se faisait passer pour un marchand de produits sex autodidacte depuis des années et que, malgré des arrestations répétées, rien ne tenait jamais. Il vivait dans ce manoir avec sa femme de 35 ans, ancienne reine de beauté, Lorissa, et 2 enfants, âgés de 8 et 10 ans. Il y avait des rapports non confirmés d'une grand-mère vivant également quelque part sur les lieux, mais personne ne l'avait jamais vue. Nous sommes arrivés à Tiamba juste avant que le soleil ne commence à se coucher et avons garé notre SUV puant dans l'une des nombreuses ruelles sinueuses, juste en face du manoir. Prends la caméra à l'arrière et installe-la. Les sources disent qu'ils reçoivent la plupart des marchandises après la tombée de la nuit, alors essayons de capturer quelque chose de petit. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et installé la caméra. Nous étions assis dans la voiture à environ 10 mètres de la maison et pendant la majeure partie de la nuit, tout semblait calme. Vers 19 h, nous avons vu un homme dans la cinquantaine que nous avons identifié comme José, le chef de file, en train de promener une petite vieille femme frêle que j'ai supposé être sa grand-mère sur le balcon du haut. Il semblait lui parler, mais nous ne pouvions qu'essayer de lire sur ses lèvres. En regardant de plus près, nous avons remarqué quelque chose d'étrange chez la vieille femme. La peau de son visage ne semblait pas correspondre à celle de son cou et de ses bras. J'ai zoomé avec la caméra pour voir qu'elle portait un masque aztèque traditionnel. C'était bizarre, j'ai essayé de me convaincre qu'il savait qu'il était surveillé par la police et qu'il ne voulait pas que son identité soit révélée, ou peut-être connue d'un autre cartel, qui faisait très probablement la même chose que nous. Cela n'avait toujours aucun sens, cependant, si nous ou quelqu'un d'autre prenions d'assaut la maison, nous découvririons éventuellement qui était la grand-mère, mais Ernesto m'a dit de ne pas trop y réfléchir. Ces types sont très superstitieux. Ils ont toutes sortes de traditions et de rituels bizarres qu'ils font pour essayer de se protéger. Il a dit en faisant défiler son téléphone. « Vous croyez à tout ça, monsieur ?» ai-je demandé. Il a fait une pause avant de répondre, comme s'il avait besoin de penser à une réponse édulcorée plutôt qu'à la vérité. « Non, ce sont des foutaises », il a murmuré sans me regarder. Je trouvais cela étrange, il avait dû faire une pause avant de répondre à une question si simple, mais c'était un homme de peu de mots, alors j'ai simplement ignoré cela. Nous sommes restés dans le Hilux pendant environ 3 heures de plus, j'ai pris le temps d'observer à quel point les rues de cette partie de la ville étaient silencieuses et désertes. Un chien errant est passé juste devant nous, mais aucun autre signe de vie dans la rue, ce qui était étrange car à quelques kilomètres de là, il y avait une vie nocturne animée avec des clubs, des restaurants et des casinos. Pas dans cette partie de la ville, cependant, cette zone était une véritable ville fantôme, sans vue ni son, tout le monde était bien à l'abri dans son lit. C'était avant que les cris ne commencent. Ernesto dormait mais s'est réveillé rapidement quand cela a commencé. « Est-ce une attaque ?» a-t-il demandé, encore à moitié endormi. « Ça ne semble pas en être une. Je n'ai entendu aucun coup de feu ni explosion, que devons-nous faire ?» Ernesto a regardé sa montre et a réfléchi. Nous n'avions pas les effectifs ni la puissance de feu pour stopper une attaque d'un cartel rival sur la maison d'Aguinaldo. Même si nous le pouvions, devrions-nous ? L'homme était une vraie ordure et Ernesto l'avait dit lui-même qu'il avait été jugé selon la voie légale, mieux vaut laisser les chiens s'occuper des chiens, mais il avait encore des enfants innocents à l'intérieur de cette maison, il n'avait rien fait à personne. Les cris ont continué pendant environ 5 minutes de plus, puis se sont arrêtés aussi brusquement qu'ils avaient commencé. Ernesto et moi avons échangé des regards curieux, nous demandant quoi faire ensuite. Nous avons signalé l'incident aux agents de nuit, mais ils semblaient peu enthousiastes à ce sujet. Peut-être qu'ils torturaient quelqu'un. Ai-je dit hésitant. J'ai regardé Ernesto pour obtenir des conseils, mais lui aussi semblait sincèrement perplexe par cet épisode. Non, ils ont des endroits pour ce genre de choses. Rappelez-vous que ces gens ne sont que des intermédiaires, au mieux, ils n'ont ni l'influence ni le pouvoir de faire une merde comme ça là où ils cachent de la drogue, a-t-il dit. Alors que fait-on maintenant, ai-je demandé. Il a de nouveau regardé sa montre. Il est presque minuit. Si quelque chose se passe entre maintenant et alors, signalez-le à nouveau et laissez-moi leur parler.
Je suis resté là à étudier la structure en marbre qui semblait presque briller sous la lumière de la lune dans l'obscurité. Mon esprit commençait à s'emballer avec toutes sortes de choses qui pourraient se passer dans cette maison. Peut-être qu'ils torturaient vraiment quelqu'un, peut-être qu'un cartel rival les avait vraiment attaqués. Dans ce cas, comment se fait-il que nous n'ayons vu personne arriver ou s'enfuir? En plus de ces théories, mon esprit est retourné à la vieille femme portant le masque. Quel était son rôle dans tout cela? Était-elle une sorte de marraine de la cocaïne comme Griselda Blanco en Colombie, ou était-elle juste une autre victime des affaires de son petit-fils? Puis il m'est venu à l'esprit qu'Aguinaldo était dans la cinquantaine, ce qui signifiait que si c'était sa grand-mère que nous avions vue sur le balcon ce soir, elle devait avoir dans les 90 ans, au moins. Je me suis endormi en pensant à tout cela, seulement pour être secoué par Ernesto à côté de moi. Avant que je ne puisse lui demander ce qui n'allait pas, j'entendais à nouveau les cris. C'était perçant, presque féminin, mais il avait une tonalité étrange qui semblait secouer le SUV branlant dans lequel nous étions assis. J'ai scruté le manoir pour trouver la source du bruit lorsqu'Ernesto a pointé un doigt tremblant vers le balcon, et c'est là que j'en ai vu un. Il était grand, couvert d'une peau pâle et flasque. Au début j'ai pensé que c'était encore la grand-mère, mais en regardant à travers les jumelles à vision nocturne, j'ai vu que ce n'était pas le cas. La chose, quoi qu'elle soit, mesurait environ 8 pieds de haut et avait un large sourire sur le visage avec de grands yeux et pupilles et un cou disproportionnément long. Sous une autre lumière, elle aurait pu ressembler à une caricature amusante de quelqu'un, mais ce n'était pas du tout drôle. J'ai regardé Ernesto et il a levé son index pour me dire de ne pas faire de bruit, tout en dégainant son pistolet. Quoi que ce soit, ça ne nous a pas vus dans les ombres de la ruelle où nous étions garés, alors que ça poussait un autre cri strident de sa gorge. Ça m'a fait trembler jusqu'au fond de mon être, juste regarder cette abomination me donnait envie de m'arracher les yeux. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Finalement, je l'ai vu retourner à l'intérieur de la maison, par la porte du balcon, pliant son long cou pour entrer. C'était quoi, ça, ai-je croassé, encore secoué par l'épreuve. Je ne sais pas. Ernesto a répondu d'une voix tremblante. C'était la première fois que je le voyais aussi effrayé. Voir un vieux dur comme Ernesto sur le qui-vive m'a fait me sentir en insécurité, je comptais sur lui pour la sécurité et les conseils. J'étais sur le point d'appeler à l'aide à la radio lorsque j'ai entendu des coups de feu et des explosions à l'intérieur de la maison. On ne peut pas rester ici toute la nuit, ai-je dit. Ils ne nous croiront pas. Je viens de voir cette chose moi-même et je ne nous croirai pas. Ernesto a répondu. Les cris ont continué, mais il y avait aussi des cris humains. Des cris d'enfants. Sans réfléchir, j'ai ouvert la porte et j'ai couru vers les portes du manoir, laissant Ernesto sur le siège passager. Avec le recul, c'était une décision stupide, un policier inexpérimenté, armé d'un pistolet, prenant d'assaut cette maison sans savoir exactement ce que j'allais voir de l'autre côté. J'ai tiré à travers les motifs en verre fantaisie de la porte d'entrée et l'ai enfoncé d'un coup de pied. Adieu l'effet de surprise, ai-je pensé. Entrer dans le salon, c'était comme entrer dans un musée après les heures d'ouverture. Malgré l'absence de lumière, j'ai vu beaucoup de statues et de masques de l'ère précolombienne ainsi que des statues blanches de ceux que je pensais être des saints catholiques. Les meubles étaient totalement détruits, comme si le salon et les salles d'attente avaient été saccagés. Qu'est-ce que je foutais ici ? Est-ce que je vais vraiment traverser cette maison pour essayer de sauver un trafiquant de drogue comme Aguinaldo ? Mais il n'était pas ma priorité, c'étaient ces enfants qui me préoccupaient vraiment. Je sentais des perles de sueur se former sur mon front juste au moment où j'entendais un autre cri strident à l'étage. J'espérais qu'Ernesto serait derrière moi maintenant, mais il n'était toujours pas en vue. J'ai soupiré en montant l'escalier en colimaçon, pistolet à la main, et en entrant dans le couloir du 2e étage, dans l'enfer même. Les murs blancs étaient tachés de rouge, de sang, et je voyais le petit corps d'une enfant abandonnée à une extrémité, encore en pyjama. Les cris stridents venaient de ce que j'imaginais être la chambre principale. Est-ce que je voulais vraiment voir plus de tout ça ? Je devais faire quelque chose. J'ai tourné le coin et j'ai vu la chose, me regardant droit dans les yeux, ses yeux semblaient poignarder mon âme, ils étaient jaunes et ressemblaient à des yeux humains. Mais il n'y avait aucune humanité à l'intérieur d'eux, avant qu'elle ne commence à sourire. J'ai levé mon propre pistolet et j'ai commencé à tirer alors qu'elle me chargeait depuis l'autre bout du couloir. Avant qu'elle ne puisse m'atteindre,
j'ai fait irruption dans ce que je pensais être l'une des chambres des enfants et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Il n'y avait aucune chance que je puisse lui échapper. Peut-être que je l'avais blessée et qu'elle partirait. Je pouvais entendre ses coups sur la porte à l'extérieur et je savais que cela ne tiendrait pas longtemps. Je me suis retourné pour essayer de trouver une autre porte ou une fenêtre par laquelle me faufiler, mais c'est là que j'en ai vu une autre. J'ai eu le souffle coupé en la voyant, mais ce n'était pas comme l'entité que j'avais vue dans le couloir à l'extérieur. Celle-ci était grosse, boursouflée et nue, avec une tête chauve, elle était allongée sur le lit de l'enfant, riant comme une petite fille, couverte de sang de la tête aux pieds. Je pensais que c'était un homme, mais cette chose mesurait plus de 8 pieds de haut, même allongée, je pouvais dire. Avec des petits yeux et un large sourire. Je ne pouvais pas supporter de la regarder, c'était si bouleversant, même allongée, je pouvais dire qu'elle était énorme, juste une masse de chair, alors qu'elle se léchait les lèvres et claquait bruyamment. Ses yeux noirs, semblables à ceux d'un cochon, rencontrèrent les miens alors qu'elle riait encore plus fort et disait d'une voix presque féminine, effrayante. Un autre. Je ne t'attendais pas, mais je te veux aussi. Alors qu'elle grognait en essayant de se lever, mais je suis vite passé devant elle et je me suis jeté par la fenêtre pour atterrir sur le toit. Je ressentais une douleur lancinante à travers mon front et mon visage alors que des éclats de verre brisé s'enfonçaient profondément dans ma chair. À quoi est-ce que je pensais ? Je ne pensais à rien. Je voulais juste être loin de ces démons. Avant de pouvoir rassembler mes esprits, une longue main rouge et dodue s'étendit par la fenêtre brisée et tenta de m'attraper, alors que je me précipitais en arrière et tombais du toit sur mon dos. Une douleur supplémentaire traversa mon corps alors que je restais allongé sur le dos, incapable de bouger. Je sentis quelque chose me traîner tandis que je sombrais dans l'inconscience par intermittence, j'ai levé les yeux et j'ai vu Ernesto, me tirant vers les ombres de la ruelle où nous nous cachions. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.